On peut écrire tous les livres de la Terre, on peut faire tous les films que l'on veut. Il y a à un moment donné, dans la formation d'un négociateur, quelle que soit sa fonction, la question de l'expérience, c'est-à-dire de la rencontre avec d'autres qui ne pensent pas comme lui. En tout cas, une rencontre à la fois singulière avec des personnalités. Après, c'est des problématiques collectives, c'est-à-dire comment je traite des questions collectives. Et une fois que j'ai tous ces éléments en main, qu'est-ce que j'en fais ? Comment je fais du qualitatif? Et qu'est-ce que c'est que le qualitatif? Le qualitatif, c'est rechercher ensemble une solution nouvelle que l'une ou l'autre des parties, quand elles sont deux ou quand elles sont plusieurs, n'a pas pour totalité, n'a pas trouvé pour totalité et n'a pas réussi à convaincre l'autre partie de la mettre en place. Donc, dans ce cheminement du master, c'est tout un parcours dans lequel finalement, à la fois on apprend sur soi-même, on apprend des autres, de la relation aux autres, et sur des sujets éminemment touchy. Et les relations sociales aujourd'hui en France, elles sont sujettes sans arrêt à des emprises politiques, psychologiques, des menaces, des acquis, des requis. Enfin, on a un débat qui n'a pas acquis sa sérénité. Et on la retrouve où, la sérénité? Je la vis, modestement, entre autres, dans ce master-là, avec des gens qui ne se seraient jamais rencontrés. Rencontres tout à fait improbables, avec des types tout à fait improbables. Dans la confrontation, à partir du moment où la confrontation n'est pas un objectif, mais un moyen, un passage, on découvre d'autres sphères dans lesquelles on va trouver l'occasion de rédiger un devoir ensemble, un mémoire ensemble, l'occasion de débattre sans enjeu. Voilà. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique, pour moi, c'est la recherche. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque charnière de nos vies occidentales, de sociétés occidentales, dans cette mondialisation qui est là, dans la part de l'influence occidentale dans la société en général, et à la fois il faut être fidèle à la culture qui nous a conduits jusque-là, et en même temps il faut être ouvert aux autres cultures qui arrivent et aux autres modalités. Dans ce travail de recherche, on produit quelque chose. On ne se fait pas une petite année sympathique entre potes où au bout de quelques mois on se fait la bise, on se trouve sympa, on prend un café ensemble et tu sais, j'ai rencontré à l'université machin, il est tel syndicat, ah bon, on est tel syndicat, mais moi je sais pas comment tu fais pour parler avec lui, mais etc. Ou de telle entreprise, ah c'est notre concurrent, comment tu peux être en formation de notre concurrent? Voilà, ou alors comme me disent certains DRH, mais comment tu peux livrer nos secrets à des syndicalistes? Je dis quel secret? Ben, dans la négociation en fait, il y a quand même des choses que tu ne peux pas annoncer. Voilà, ou tel syndicat qui dit nous, on ne se mélange pas avec les formations patronales, le capitalisme à face de hyène. Donc nous nous retrouvons finalement dans un débat aujourd'hui où il faut briser un certain nombre de barrières, d'interdits, d'idées toutes faites pour trouver un lieu, et l'université, ce lieu neutre. Et à Dauphine, c'est un lieu doublement neutre puisque notre capacité à pouvoir innover, rechercher, créer est totale. Et donc quand on a toutes ces libertés, eh bien on se retrouve avec des gens tout à fait hors du commun et qu'on retrouve ensemble pour ce projet de produire un texte. Et le mémoire est un mémoire qui réfléchit à quelque chose de très concret, dans un contexte très concret. Le secret des relations sociales, des relations humaines, ce sont ces questions d'hospitalité, de relations, de techniques, de méthodes, de culture qu'on essaie modestement de préparer. On s'aperçoit bien qu'il y a un enjeu qui repose sur des personnes qualifiées, compétentes, et sur des personnes qui acceptent de mettre de côté peut-être des archétypes qui étaient les leurs pour aujourd'hui travailler sur comment je construis des relations sociales qui vont aider au développement économique, et en même temps qui vont nouer des relations qui permettent aux gens de vivre mieux, d'avoir un certain bien-être au travail de façon collective et individuelle, et puis de développer la performance déjà personnelle qui va rejaillir en performance collective. Et là, à partir de là, on a le secret des relations sociales à la française. Malgré la fin des idéologies du XXe siècle qui ont marqué politiquement et je dirais d'une manière éthique même les relations sociales, l'effondrement des idéologies n'a pas mis fin à l'effondrement de l'idéologie des places. Et la lutte des places a fait suite à la lutte des classes. Et cette lutte des places aujourd'hui fait que n'importe comment chacun se maintient dans un rôle dont on voit bien l'évidence à travers le monde, à travers les problématiques qui se posent à la planète, etc., que c'est complètement has-been, complètement dépassé. La question c'est qui va commencer à changer ça? Alors il y a d'autres initiatives, celle-là n'est pas la seule, mais en tout cas je note que depuis que nous avons créé cette formation 2008,
Elle commence à être copiée par d'autres instances de formation, commence à être épiée, on demandait des comptes, et je ne fais aucune illusion sur le fait que nous sommes en train d'ouvrir une brèche dans ce qui pouvait considérer comme un tabou dans l'entreprise. Tous ceux qui négocient à travers le monde la paix entre deux peuples, qui négocient la fin de telle guerre, de telle haine raciale, religieuse ou autre, empruntent les mêmes méthodes. À un moment donné, il y a forcément l'expérience ensemble de quelque chose. Parce que l'entreprise, finalement, est un lieu de relation, on l'a oublié, c'est pas qu'un lieu d'échange, d'achat et de vente. Le grain de sable qui a bloqué de grands projets, finalement, était le facteur humain. Dans les défis du monde d'aujourd'hui, eh bien, l'entreprise doit faire appel à des choses qui sont de l'ordre de la créativité et qui ne se mesurent nulle part. On parle de la recherche scientifique, mais la recherche scientifique, c'est accepter pendant un temps de ne pas avoir de retour sur investissement. On a seulement un investissement, le retour peut-être, et on n'est pas sûr. Et bien en matière de relations sociales, c'est exactement la même chose. Je ne sais pas quand je commence une négociation si je vais aboutir ou pas, mais j'ai l'espérance absolue de la commencer. Et j'ai l'espérance absolue qu'il faut la commencer, et que le premier courage et le premier investissement, le premier retour, il est déjà dans l'avoir commencé. Et bien dans les relations sociales, c'est cela, l'humilité du négociateur. Il sait qu'il commence quelque chose, mais il n'est jamais sûr d'y arriver. C'est pour ça que tout au long de la négociation, et même quand l'accord est signé, il se dit pourvu qu'il soit appliqué. Il n'est jamais content de là où il est arrivé, et c'est cette question permanente qui lui fait retourner sans arrêt au point de départ, de renouveler la relation, de l'enrichir, de la développer. Et c'est un travail qui n'est jamais fini. Donc l'entreprise aujourd'hui, paradoxalement, plus à développer une approche, je dirais, économique, comptable des choses, et bien paradoxalement, elle a créé la richesse et la valeur humaine, puisqu'on est moins à le faire, donc ceux qui sont là sont plus sollicités et doivent créer plus. Et dans ce monde d'hyper-créativité, on s'aperçoit bien qu'il y a des enjeux sociaux autour pour lesquels, à un moment donné, d'autres questions de partage, de répartition vont se poser. Et là, il n'y a aucun robot, aucun ordinateur, aucune idée géniale qui ne se fera sans les acteurs qui sont autour. Je vais citer la phrase d'un DRH qui est venu à une remise de diplôme et qui me disait de son délégué je trouve qu'il a pris énormément de recul et énormément d'ampleur. Moi j'ai gardé ce mot d'ampleur parce que c'était dire il n'est pas plus gentil ou plus méchant comme on le dit habituellement ou il est plus vindicatif, non, il a pris du recul et de l'ampleur. Et moi j'ai gardé ce terme-là, ça m'a marqué en me disant ben voilà, je suis content. Ça y est, même si c'était pour qu'un depuis 2 promotions, mais en fait il y en a beaucoup plus, mais rien que pour ça, le jeu en vaut la chandelle. Le plus beau compliment vient souvent d'eux-mêmes d'ailleurs, parce qu'ils ont été mis dans des postes souvent dans lesquels les relations sociales, peu ont eu la chance d'avoir un maître qui leur a transmis le témoin durant quelques années et qui leur a fait porter les valises, parce qu'on n'a plus le temps aujourd'hui. En fait, il y a une génération de DRS qui est partie et on a dit un jour, tiens, toi tu vas devenir directrice ou directeur de relations sociales. Ce qui est la plupart des stagiaires qui arrivent ici. Un jour, ils sont retrouvés du jour au lendemain, ils étaient au SIRH ou manager informatique, on leur dit tiens, tu as un bon relationnel avec les autres, on va te mettre directeur et directrice de relations sociales. Nous avons beaucoup d'a priori. On n'est pas là pour éliminer un adversaire en matière de relations sociales. On est là pour tenir un terrain. Et dans la tenue du terrain, il y a la connaissance des acteurs et la connaissance du terrain. Après, on décide de la stratégie. Et ça, c'est le changement de positionnement que les directeurs et directrices de relations sociales découvrent là. Et puis en négociation, on leur a expliqué, quand ils ont fait une formation en différents organismes, tu viens avec les positions, on vient avec les leurs, tu trouves un compromis, etc. Et nous avons appris dans ce master que la négociation qualitative passe par une phase que j'ai qualifiée des fois d'émotionnelle, dans lequel il y a un passage de créativité dans lequel c'est ni l'un ni l'autre. C'est un troisième lieu dans lequel on se donne le temps de laisser les idées décanter, etc. Donc on n'est pas dans la confrontation, on est tourné ensemble vers un même objectif. Et ça, pour beaucoup de directeurs de relations sociales, ils n'avaient pas été formés selon cette dimension-là. Dans le parcours de formation qui est dispensé ici, on discute de la négociation que j'appelle aval avec les partenaires sociaux, mais de plus en plus la négociation est amont. C'est-à-dire que celui ou celle qui est négociateur, qu'il soit du côté syndical, mais encore plus du côté RH, il a aujourd'hui un autre devoir qui est de convaincre ses pairs, de convaincre son autorité, de la nécessité d'un investissement social. C'est pour ça qu'on fait un cours sur l'éthique du négociateur. Il me paraît important aujourd'hui que les gens qui tiennent cette fonction, ce n'est pas une fonction comme les autres. C'est une fonction qui est hautement symbolique.
il est quelque part ambassadeur d'une certaine idée des relations sociales. Et donc du coup, à la fois il défend un budget, une feuille de route, mais il a aussi le devoir impérieux de convaincre sur la nécessité d'un investissement dans d'autres relations, de pouvoir tester d'autres opportunités que celles qui sont classiquement données. C'est pour nous un plaisir. C'est pour nous un plaisir d'enseigner, et tous les gens qui enseignent dans ce master, c'est un plaisir de rencontrer les stagiaires, les étudiants, on ne sait pas comment les appeler. Et d'ailleurs, à un bon moment, tout le monde se tutoie, parce qu'à un moment donné, on partage la même chose en commun, et voilà. Et j'ai des gens qui me demandent, est-ce que je ne peux pas faire plus de journées de cours là-dessus, parce que il y a un vrai plaisir. Alors moi, quand on est là, moi je suis heureux comme tout.